Merci beaucoup d'être là. Merci de nous rejoindre pour cet entretien croisé pour la revue L'économie politique. Donc, c'est une revue qui est, dont je suis co-rédactrice en chef et qui est à la fois gérée par l'Institut Veblen et par Alternative économique. Le numéro 107 est sorti il y a peu. Il traite du monde selon Trump. Je vous le montre ici. Il est dispo dans euh, tout plein d'endroits, y compris les librairies et sur Cairn. Mais c'est pas exactement de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'on prépare déjà le prochain numéro, le 108, qui paraîtra en novembre et qui sera, lui, consacré aux impasses de la surconsommation et qui va interroger les chemins possibles vers une consommation plus juste et plus sobre. Euh, donc parmi ces chemins, il y a celui de la loi et de la réglementation. Et on a le plaisir d'en parler ce matin avec Anne-Cécile Violent, députée Horizon de Haute-Savoie et rapporteuse de la loi dite anti-fast fashion mais euh, à l'Assemblée nationale, et Julia Faure, cofondatrice de la marque de vêtements Loom et militante pour une mode plus juste, à la fois au sein du collectif En Mode Climat, et même plus largement pour une économie plus juste et pour des entreprises engagées, puisque tu es aussi coprésidente du mouvement Impact France. On vous a réunis toutes les deux et merci beaucoup d'être là parce qu'on trouvait très intéressant d'avoir vos analyses croisées sur ce moment un peu spécial qu'a été la mobilisation autour de la loi anti-fast fashion et de cette loi qui, pour nous, enfin, vraiment change la donne à la fois dans son contenu, mais aussi euh, dans le fait que la France est précurseur sur cet aspect-là, et on va en discuter. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier moment d'entretien qui nous va nous servir, enfin qui sera retranscrit ensuite dans le numéro spécial de la revue. Euh, on va parler de la jeunesse de la loi, de son contenu, des obstacles que vous avez pu rencontrer aussi, et des suites, parce qu'il me semble que c'est pas complètement terminé. Euh, et ensuite, on ouvrira la discussion. On a des gens en ligne que je remercie très vivement de participer à tout ça. On s'était donné 1 heure et demie, est-ce que ça vous convient toujours? Parfait. Parfait, merci beaucoup. Peut-être une toute première question de contexte, peut-être pour Julia. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir une loi qui régule le secteur du textile, de la mode? euh, je veux dire, en général, là, et plus particulièrement ces dernières années, qu'est-ce qui fait que c'est devenu un sujet de préoccupation particulier? Ben, je pense que c'est l'industrie textile pose plusieurs problèmes, rien qu'à l'échelle de la France, mais au niveau mondial. Le premier problème, c'est un problème écologique. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y a pas mal de documentation là-dessus, et aussi parce que je me rends compte que c'est pas l'angle d'attaque qui est le plus porteur auprès des politiques, sauf Anne-Cécile. Mais, mais disons que voilà, on sait que la mode pose un problème écologique assez massif, et c'est lié à un aspect principal de la mode, c'est son accélération. C'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de vêtements. Et cette accélération de la consommation et de la production est liée au modèle de la fast fashion, qui consiste à produire pas cher et beaucoup inciter à consommer pour faire que les gens achètent de plus en plus de vêtements. Donc produire, c'est polluer, donc plus on produit, plus on pollue. Si on produit pour produire pas Si on essaie de produire pas cher, on va aussi produire dans des pays qui sont les moins disants socialement et écologiquement, donc on pollue encore plus. Mais ça pose aussi des problèmes, on va dire, économiques et sociétaux pour la France. Si on veut produire pas cher, ça veut dire qu'on va produire loin, donc ça veut dire qu'on produit plus chez nous. Donc voilà, il y a une corrélation directe entre l'essor de la fast fashion et la destruction de l'industrie textile chez nous, qui est à la fois un problème de destruction d'emplois, c'est de l'ordre de la centaine de milliers d'emplois rien que pour le textile, mais qui est aussi un problème pour notre balance commerciale. En fait, si au lieu de produire chez nous, on importe, et ben, globalement, ça déséquilibre la balance commerciale. Et le textile, en fait, on importe beaucoup, beaucoup de textiles. Donc, c'est de l'ordre de milliards d'euros par an de déficit commercial lié à ce modèle de la fast fashion. Et ensuite, il y a des trucs plus sournois, mais paradoxalement, plus on vend de vêtements en France, plus il y a de l'emploi dans la vente de vêtements qui est détruit.
Globalement, plus vous vendez de vêtements, plus vous baissez le prix des vêtements et il reste plus assez de valeur dans le vêtement pour payer les emplois, qui pourraient y être, liés. Donc avant, on avait, des petits magasins en centre-ville et ils sont peu à peu remplacés par, des grandes surfaces, avec des caisses automatiques, puis par, des sites internet. Donc en fait, on détruit aussi de l'emploi. Donc en tout cas, actuellement, l'industrie textile est en train de détruire notre industrie, l'emploi chez nous, notre balance commerciale et également pose un gros problème écologique, y compris chez nous. Je trouve qu'on l'a bien vu ces derniers temps avec la crise de la seconde main, et les bornes de vêtements, de dons de vêtements qui débordent. Ça aussi, c'est une conséquence directe de l'afflux massif de vêtements pas chers. C'est une conséquence directe de l'essor de la fast fashion. OK. Et d'où vient cette proposition de loi exactement? Est-ce que c'est, une demande, des citoyens? Est-ce que c'est une demande d'une partie du secteur? Peut-être pour, Anne-Cécile, quels ont été les dessous de la rédaction du projet de loi, de cette proposition? D'où vient-elle? Bonjour Madeleine, bonjour Julia et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'avoir ce temps avec vous et avec Julia. On a passé des bons moments justement sur et sur la préparation de la loi et sur la suite. Ça a été l'occasion de belles rencontres. Donc voilà, je voulais le souligner. Alors, cette loi, comment elle vient? Évidemment que moi, je rends hommage justement à toutes les personnes qui ont déjà travaillé sur ce sujet bien avant les parlementaires, et notamment Julia, et notamment différents activistes, les ONG, les associations environnementales, enfin, qui ont permis justement de sensibiliser le grand public sur ces questions-là. Et c'est vrai que courant 2023, on se dit il faut qu'on s'en saisisse, mon groupe politique, en disant on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Là, on atteint des sommets. Alors effectivement, en matière écologique, en matière d'impact environnemental, plus exactement, et puis d'impact économique, Julia l'a bien dit. Donc très clairement, on se saisit de ce sujet. Donc quand je dis on, c'est mon groupe politique et puis alors particulièrement moi parce qu'il faut un rapporteur, mais c'est vrai que j'ai été très très soutenue par le groupe et par le ministre de la Transition écologique à l'époque, Christophe Béchu, et on se dit qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer pour essayer, de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il va falloir changer la consommation, et puis deux, comment on essaye de freiner, voire limiter, voire arrêter, ça c'est l'ambition suprême, cette consommation d'ultra fast fashion. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va regarder effectivement ce qu'ont fait déjà toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et quand on fait cette proposition de loi avec ces articles-là, on va beaucoup s'inspirer de ce qui a pu être proposé. Alors, évidemment que on peut toujours dire on aurait pu aller plus loin, mais en fait, ce qui était important, c'est que comme c'était le premier pays qui légiférait sur cette question-là, il fallait pouvoir trouver une voie d'approche. Et cette voie, elle a été permise grâce à un gros travail transpartisan en amont du passage de la loi en hémicycle. Et là, c'est vrai qu'on a montré à l'Assemblée nationale, alors même que ce n'est pas forcément le cas toujours, et encore plus aujourd'hui, on est capable de travailler sur des sujets communs pour justement pouvoir faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc vraiment, c'était une grande aventure, je dirais, alors qui n'est pas finie, on y reviendra sûrement. Très bien. Et peut-être on peut parler du contenu de la loi en tant que telle. Qu'est-ce qui, pour le moment, enfin, quelles ont été, pour chacune d'entre vous, les, la mesure ou les deux mesures vraiment phares de cette loi qui sont pour vous les plus importantes Je te laisse répondre, Julia, d'abord. dans l'état actuel? Globalement, pour moi, la loi, elle s'axe sur, deux piliers. L'interdiction de la publicité pour, les marques qui en font un usage, démentiel et qui a pour conséquence, d'inciter à consommer. Donc, c'est, clairement l'ultra fast fashion qui est ciblée, c'est-à-dire les plateformes comme, Shein et Temu, qui sont des plateformes qui vendent uniquement en ligne et dont la manière de se faire connaître, c'est par la publicité diverse. On a tendance à penser qu'elles font beaucoup de pubs, sur Instagram, en sponsorisant les influenceurs et les influenceuses, mais en réalité, c'est tous les canaux de publicité sont utilisés par elles, sauf peut-être la télé, mais sinon, la recherche Google, enfin bref, voilà, elles font un usage accru de la publicité et la deuxième partie de la loi, c'est, des bonus-malus ou plutôt
ou des primes pénalités en fonction de l'impact environnemental ou alors la durabilité des vêtements qui sont mis sur le marché, Ça, c'est les 2 aspects principaux de la loi. Donc, effectivement, je rejoins Julia, évidemment. En fait, elle a trois mesures, hein. Cette loi initiale à l'Assemblée nationale, c'était prévenir, informer le consommateur, en tentant de définir ce que c'était que l'ultra fast fashion. Et puis, effectivement, les 2 autres mesures extrêmement importantes, c'est ce principe de bonus-malus. C'est comment on essaye de renverser une boucle qui est totalement vicieuse aujourd'hui, totalement de concurrence déloyale pour nos entreprises, et comment on essaye tout simplement d'accompagner positivement les acteurs qui font bien, qui font mieux, et puis les acteurs qui sont en train de détruire, alors non seulement, encore une fois, notre environnement, c'était l'objet de cette loi, et notre économie locale, et notre savoir-faire. Notre savoir-faire en France, on avait un trésor extraordinaire, notamment dans le Nord. On a perdu un nombre d'enseignes et vraiment de gens qui détenaient un savoir-faire, et ça, c'est terrible. Et la publicité, je rejoins Julia, c'est de la publicité, c'est vraiment une caractéristique de cette ultra fast fashion. C'est une publicité extrêmement intrusive, agressive, et c'est vrai que l'intention, c'était de couper justement une part de flux de cette publicité. Alors notre intention, c'était la totalité de ce flux. Et puis, il faut quand même bien penser aux jeunes qui sont la cible privilégiée, justement, notamment via les réseaux sociaux, via les influenceurs. Et quand on interroge les jeunes autour de nous, ils sont extrêmement attentifs à ce que va produire ces enseignes, puisque une des caractéristiques, c'est le nombre de nouveaux modèles par jour qui dépasse l'entendement, hein. On est 900 fois plus qu'une enseigne traditionnelle. Et ces jeunes, pour certains ou certaines, il y a une véritable addiction, puisqu'elles me disent, j'ai un panier en permanence rempli, je vais voir tous les jours ce qu'il y a de nouveau, et de fait, il y en a beaucoup. Et hop, je remplis, et puis au bout de quelques temps, j'envoie le panier, je modifie. Donc c'est un véritable phénomène aussi d'addiction. Donc la publicité, en tout cas, moi, c'était mes lignes rouges, le principe bonus-malus et la publicité dans l'évolution de cette loi. Dans le numéro à venir, on décortique aussi les ressorts de la consommation, voire de la surconsommation, à travers les ressorts individuels et psychologiques, bon, y compris le plaisir que ça procure et le mal-être que ça peut aussi engendrer pour pour les consommateurs. Mais dès qu'on tire le fil vers des ressorts plus collectifs, c'est vraiment les modes de production et des surproductions qui sont aussi à l'origine de cette surconsommation. En quoi la loi, elle va permettre de répondre à ça? Est-ce qu'elle permet vraiment d'y répondre? Parce qu'on voit que là, la loi, elle contient des dispositions à la fois pour le consommateur, un petit peu pour l'informer à travers des mécanismes un peu incitatifs, l'inciter à choisir d'autres types de produits, aller vers les produits les plus vertueux. Mais on sait bien qu'effectivement, le consommateur ne peut pas tout. Donc, est-ce que là, ce sera suffisant peut-être que pour, comment dire, changer aussi les processus de production de la fast fashion ou de la mode, même du secteur en tant que tel? En tout cas, c'est pardon, vas-y. Tu Non, veux non, vas-y, je t'en prie. Non, enfin, c'est de ça, enfin, le gros de cette loi, c'est justement qu'elle part du principe que l'économie, elle est poussée et pas tirée. C'est-à-dire que oui, les consommateurs, ils achètent des vêtements, mais ils achètent les vêtements qu'on leur pousse. Et l'accélération de la consommation des consommateurs, elle est permise, en tout cas, elle est tirée par ces entreprises qui produisent de la nouveauté à chaque fois. Donc, on a un besoin d'information pour le consommateur, mais par exemple, si on reprend le problème principal de l'industrie textile, l'enjeu, c'est pas qu'on consomme la même quantité de vêtements, mais qu'ils soient un peu mieux faits. Enfin, l'enjeu, c'est pas de consommer la même quantité de vêtements et qu'il y ait un petit peu de polyester recyclé dedans. L'enjeu, c'est vraiment de revenir à un niveau de sobriété, enfin de consommation plus régulé. De toute manière, si on veut consommer plus local,
mieux fait et moins polluant, il va falloir consommer moins. C'est pas possible, de manière, c'est pas possible de faire des t-shirts à 3 euros qui soient bien faits. Enfin, vraiment, et malheureusement, c'est quand même le gros du marché est plutôt dans la tendance t-shirt à 3 euros que le reste. Donc, ce que cette loi fait, et ce qu'il y a de puissant, c'est qu'elle s'attaque justement au modèle économique. Et elle dit pas H&M c'est pas bien, le Made in France c'est bien. Non, elle dit pas H&M c'est pas bien, Saint-James c'est bien. Elle dit voilà les pratiques qui, si vous continuez à les pratiquer dans un champ lexical riche, et ben, elles vont vous coûter cher, soit parce que vous pourrez plus faire de publicité, soit parce que vous allez payer des malus. Et voilà les pratiques qui seront favorisées. Donc, ce que cette loi a pour but, c'est de faire évoluer les pratiques des entreprises, en fait, de faire évoluer le modèle économique des entreprises. Et donc, les entreprises, face à ça, elles ont le choix. Donc, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'on le voit. Soit elles disent, ouin, ouin, on va être taxé, on va mettre la clé sous la porte. Là, c'est actuellement ce qui se passe du côté de la grande distribution et de la fast fashion française. C'est létal pour une entreprise de ne pas faire de pub. C'est quoi? C'est l'État. C'est lé- En fait, non, mais même Chine. Mm. Si Chine ne veut pas être ciblée par l'interdiction de la publicité, il suffit de mettre moins de 1000 nouvelles références par jour au lieu d'en mettre 6000 sur le marché. Enfin, c'est complètement accessible. Enfin, je veux dire, on leur demande même pas de relocaliser en France. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un petit peu. Et je parle de Chine, mais vraiment, Leclerc est en train de faire la même chose et les muliers sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de dire ah là là, cette loi, elle va nous faire mal. Alors que pour ne pas être ciblé par cette loi, il suffit de faire évoluer ses pratiques. Et ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que tout le monde va être obligé de faire évoluer ses pratiques. Parce que sinon, effectivement, il va y avoir des mesures qui sont assez puissantes. Interdiction de la publicité et bonus-malus de l'ordre de plusieurs euros, ce sont des mesures qui sont fortement incitatives pour faire évoluer le modèle. Et c'est marrant parce que dans le monde des entreprises, en tout cas, quand les entreprises qui sont touchées par ce genre de loi, elles ont tendance à dire ah non, il faut y aller doucement. Et là, le gros discours, c'est de dire il faut d'abord frapper fort contre l'ultra fast fashion, et on verra ensuite contre la fast fashion. Sauf que vraiment, les enjeux écologiques, économiques et en termes d'emploi du secteur sont d'abord liés à la fois à la fast fashion française et à l'ultra fast fashion, dans des moindres mesures. Hein. C'est bien plus grave, Chine, pour notre économie que Primark, par exemple. Mais Primark, c'est quand même très grave pour chez nous. Et surtout, on est à un niveau de telle urgence qu'il faut effectivement une loi qui soit forte et puissante et qui permette de très rapidement de faire évoluer les pratiques des entreprises. Enfin, vraiment, on arrive à un endroit d'essoufflement total. Et je trouve que la crise du textile de la seconde main a été la partie visible de l'iceberg à ce sujet. Donc oui, c'est une loi qui s'attaque beaucoup plus aux pratiques des entreprises qu'à la sensibilisation du consommateur, parce qu'on pense que on pense, je ne sais pas ce qu'Anne-Cécile pense, moi je pense que la sensibilisation du consommateur a ses limites, et j'en ai fait l'expérience moi-même, puisque moi j'ai créé ma marque après le Rana Plaza, et j'ai vu pendant la vie de ma marque, j'ai vu l'exploitation des Ouïghours, et j'ai vu que ces deux choses qui ont interpellé extrêmement fortement le consommateur, n'ont pas du tout fait évoluer les comportements, dans le sens où les marques qui ont été impliquées dans ces deux catastrophes et dans ces deux horreurs n'ont pas vu du tout leur chiffre d'affaires reculer. Au contraire, hein. Enfin, je parlais de Primark, on a retrouvé leurs étiquettes dans les décombres du Rana Plaza. Et aujourd'hui, c'est une marque qui fait plusieurs pourcents de croissance par an rien qu'en France. Donc effectivement, on se rend compte que il faut absolument attaquer le modèle même de l'industrie. Anne-Cécile, c'est bien. C'est cette réflexion-là aussi qui a mené vos travaux, qui peut, enfin, moi, à première vue, m'a aussi surprise de la part de votre groupe politique de s'attaquer au cœur d'un business model. C'est rare. Pourquoi c'est surprenant de la part de notre groupe politique? Pour de vouloir s'attaquer comment dire, au modèle économique. Enfin, justement, ça a été plutôt jusqu'ici on a plutôt vu des régulations qui effectivement encourageaient le consommateur, mais qui rarement tentaient de réguler en amont la production. Euh, Est-ce que mais si c'est pas un changement fort, dites-le moi aussi. Non, non, mais c'était une petite boutade, pas tant que ça. En fait, moi, ce que j'ai aimé à travers cette proposition, bon, il y a plein de choses qui se sont passées grâce à cette proposition de loi, mais
J'ai une conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être dans nos dogmatismes politiques et qu'on sorte vraiment de ces clivages. L'écologie serait de gauche. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça ne veut plus rien dire. Et ce qui se voit aujourd'hui concrètement dans les textes qui sortent dans nos chambres respectives, le Sénat et l'Assemblée, et dans les échanges qu'on peut avoir, c'est un sujet éminemment politique, essentiel, mais qui dépasse les clivages justement, et c'est quelle vision de notre société on veut pour demain. Eh bien, cette loi, elle s'inscrit parfaitement là-dedans. C'est-à-dire que je rejoins Julia sur, au-delà des outils qu'on a mis en place, c'est aussi comment on essaye de penser davantage de sobriété. On n'a pas on n'a pas repris tous les exposés des motifs, mais vous les avez facilement, effectivement, ils sont accessibles sur le texte de la loi, sur le rapport, sur les nombreuses publications qu'il peut y avoir. Mais on sait qu'en moins de 20 ans, on a doublé notre panier de textile. Chaque Français a doublé son panier textile en y consacrant infiniment moins d'argent. Donc, ça vient dire que effectivement, on a changé notre manière de consommer. Et l'idée derrière cela, c'est de se dire quand même, consommer, c'est un acte citoyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je pense ma manière de consommer. Consommer aujourd'hui n'est plus anodin. On a eu évidemment une accélération de la consommation. Là, on parle du textile, mais on peut parler d'autres choses enfin d'autres contenus qui sont exactement la même chose. On a consommé tant et plus. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de pouvoir continuer comme ça. La première chose, s'agissant du textile, et Julia l'a dit, c'est vraiment la question aussi du traitement des déchets. C'est une catastrophe humanitaire, véritablement, avec plein de conséquences. Hein. Il y a qu'est-ce qu'on fait. On a bien vu, effectivement, cet été, les problématiques avec le relais, et il y a tellement d'autres sujets à développer par rapport à ça. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce déchet qu'on produit en permanence et qui sera de plus en plus important, puisqu'on consomme plus et on consomme de plus en plus de produits qui sont de qualité relative et donc potentiellement jetables. Donc, ça veut dire qu'il y a cet angle-là qui me semble important. Alors, peut-être je suis un petit peu plus optimiste que Julia sur la capacité à changer les comportements, mais en même temps, j'entends son expérience et puis je vois aussi ce qui se passe. C'est vrai que on a une croissance, effectivement, enfin, que je vais qualifier de dramatique, de ces ultra fast fashion. Et c'est pour moi juste voilà, la concrétisation effectivement de comment on consomme aujourd'hui s'agissant du textile. Donc, en fait, il y a cet angle-là qui se veut quand même un axe. C'est pour ça qu'on a voulu un article de communication, de sensibilisation, d'information, avec ce qu'il produira, ce qu'il produira. Mais il n'y avait pas de volonté de moralisation ou de volonté culpabilisatrice. C'était vraiment de dire, écoutez, on a un sujet, voilà ce que c'est, voilà ce que ça veut dire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'achète un t-shirt qui est produit à l'autre bout du monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'arrive à acheter un produit à ce prix-là? Et après, vous faites comme vous voulez, en fait. Alors, bien sûr que le mécanisme bonus-malus, mine de rien, le malus va envoyer un signal prix. Parce qu'évidemment que ces entreprises, ce pas des philanthropes, donc ils ne vont pas prendre sur leur marge la pénalité. Ils vont la reporter sur le produit. Et peut-être que là, le consommateur, va se dire, quand même, il se passe quelque chose. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, il en aura marre de payer ces pénalités supplémentaires qui, j'espère, arriveront à être suffisamment significatives pour et le consommateur et le producteur. Comme disait Julia, si demain les Chines et tutti quanti décident d'être vertueux sur le plan environnemental, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. On n'est pas là on a beaucoup appelé cette loi la loi anti-fast fashion. Ce n'est pas une loi anti-fast fashion. C'est une loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Alors peut-être qu'on va y revenir parce que c'est un des points aussi un peu sensibles sur l'ambition et le périmètre de cette loi. Ouais, exactement. D'abord, je voulais vous poser une question comme la revue s'appelle l'économie politique, vraiment d'économie politique enfin vraiment de politique, c'est-à-dire elle a été votée à l'Assemblée nationale d'abord à l'unanimité dans des moments juste avant la dissolution et ensuite au Sénat, on y reviendra, mais quasi à l'unanimité aussi. Euh, Où est-ce que vous êtes allé chercher cette unanimité? Quelles ont été les dessous, les deux, trois grandes raisons qui expliquent cette unanimité politique à un moment où précisément on est plutôt dans des clivages et dans un moment politique qui est
pas tellement à l'unanimité. Peut-être très rapidement, les deux, trois. Non, je vous le fais rapidement. Mm. D'une part, la manière dont on travaille à l'Assemblée alors là, c'était particulier. Je fais juste rapidement. C'est une loi qui a été déposée dans le cadre d'une niche. Une niche, c'est quoi? Une niche parlementaire, c'est une fois par session, chaque groupe politique de la minorité ou de l'opposition a la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour les lois qu'il souhaite. Donc, ça veut dire que c'est une loi qui est portée par le groupe politique dans son entier. Ce qui est différent d'une loi que je vais proposer et que je vais faire co-signer par mes collègues des différents groupes. C'est pour ça que j'insiste sur cela parce que, en général, on a des propositions de loi qui sont partagées, alors dites transpartisanes, sauf que transpartisane, ça voudrait dire de tous les partis. Et souvent, ce qu'on reçoit sur nos boîtes mail, c'est des propositions de loi transpartisanes, sauf le RN. Donc, évidemment, moi, bien que je vomis ces idées-là, l'idée, elle n'est pas d'être transpartisan si on exclut un groupe. Donc, ça veut dire c'est soit on bosse avec tout le monde, soit on exclut les groupes qu'on estime ne pas faire partie de l'arc républicain, et ça veut dire RN et LFI. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment on travaille à l'Assemblée. C'est ma conception, hein, c'est pas forcément partagé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette loi? Elle passe en commission du développement durable, où évidemment tous les groupes sont représentés. Et moi, j'ai proposé de se mettre tous ensemble autour de la table, sans aucune discrimination. On s'est mis autour de la table. La gauche et l'extrême gauche voulant aller beaucoup plus loin dans les sanctions, la droite et l'extrême droite voulant aller, évidemment, vous l'imaginez, moins loin. Mais je crois qu'il y avait vraiment une vraie prise de conscience de la nécessité de pouvoir avancer et de trouver une voie commune. Et cette voie commune, c'était évidemment celle-ci. On a eu des amendements qui visaient à aller un peu plus loin, on a eu des amendements qui visaient à être un peu moins contraignantes. Et puis finalement, ça a été voté parce que je crois qu'encore une fois, tout le monde a compris l'intérêt de cette loi. Et puis, je veux quand même aussi souligner encore une fois le travail de Julia, de Yann Rivolan, Victoire Sato, tous ces acteurs de l'industrie textile qui ont aussi relayé cette loi et qui a sans doute aussi pesé dans l'opinion publique. Je pense que c'était aussi une réalité. Oui, justement, Julia, quel groupe différent vous avez vu se mobiliser? Enfin, vous avez été extrêmement actif dans aussi de porter cette loi dans le débat public et peut-être aussi auprès de responsables politiques. Est-ce que c'était quoi euh, enfin, quel genre de coalition aussi société civile vous avez vu se former autour de cette loi? Alors sur les groupes politiques, moi j'ai moins compris ce qui se passait dans le sens où j'ai été faire une audition à l'Assemblée et j'avais fait aussi une formation aux collaborateurs. Et donc à chaque fois c'était assez transpartisan, mais je connais pas vraiment le détail des gens qui étaient là, mais c'était intéressant c'était intéressant de voir que c'était tous les bords de l'échiquier politique. Ensuite, ce qu'on a pas mal rencontré pour essayer de les convaincre, c'est plutôt les cabinets des ministres, donc de l'écologie et des petites PME. Ça, c'est sur le côté politique. Donc, c'est Anne-Cécile qui peut vous raconter qu'est-ce que c'était les magouilles entre partis. Moi, j'ai vu un peu de l'extérieur. Donc, parce que j'ai juste vu qu'à la fin, tout le monde a voté, a voté la loi. Pas Et... magouille, Julia, s'il te plaît. Ah, magouille, pardon. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On a été vertueux, justement. Exactement. Pas de magouille. On n'a rien négocié. On a avancé ensemble. T'as raison en plus. Non, en plus, aucune magouille, pardon, de dialogue entre les parties. Non, c'était assez chouette. En fait, ce qui était intéressant, moi, de l'extérieur, parce que je n'ai pas de formation politique, j'ai pas de formation Sciences Po. Enfin, je suis ingénieur de formation et je suis entrepreneur de métier. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les discours à l'entrée des députés et des sénateurs avant les votes et les débats. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout le monde faisait le même constat. C'est-à-dire le constat que j'ai fait au début quoi, sur l'impact environnemental, social et économique de la fast fashion sur la France. Et ensuite, il peut y avoir du débat sur les mesures pour faire face à ça, mais tout le monde faisait le constat que ça n'allait pas et qu'il fallait réguler ça. Donc en ça, je trouve que c'était assez intéressant de voir cet alignement politique quoi, d'arriver à avoir un alignement politique quand il y a un intérêt
bah, voilà, supérieur de la nation, si je puis dire. Et ensuite, du côté de la société civile, moi, j'ai vu, en gros, il y a les ONG qui sont pas mal mobilisées, surtout l'idée par les Amis de la Terre. Et ensuite, il y a le monde économique qui s'est mobilisé. Donc, il y avait En mode climat, il y avait Impact France, mais il y avait aussi la FNH qui représente les petits commerces de centre-ville. Il y a eu aussi la Fédération française du prêt-à-porter féminin, bon, Yann Rivoilan qui a été très actif sur mettre en lumière l'impact de Chine sur la France et son lobbying. Et donc, c'était assez intéressant. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette loi, c'est que même les acteurs qui traditionnellement n'appellent pas à la régulation, ils sont quand même engagés dans cette loi parce que tout le monde veut la régulation de l'ultra fast fashion. Enfin, la fast fashion et la grande distribution française sont en train de se faire un peu manger par les Chine et Temu. Donc, il y a une urgence pour eux à réguler cette loi. Et après, il y a le reste de l'échiquier qui veut réguler toute la fast fashion. Mais disons que Primark est au milieu de tout ça, quoi. Ils voulaient une loi qui régule Chine, mais qui les régule pas eux. Alors que voilà, de l'autre côté, tous les gens qui représentent les commerces de centre-ville, le Made in France, ils veulent plutôt une loi qui régule tout le secteur. Mais je crois que d'avoir réussi à faire comprendre aux acteurs économiques qu'il y avait un intérêt pour eux à avoir cette loi, on a quand même le MEDEF, en tout cas l'UFIMH, qui est la représentant qui est une branche du MEDEF, qui a soutenu l'interdiction de la publicité pour les vêtements les plus polluants. Parce que ça. Oh, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Je crois qu'ils l'ont fait. Parce que c'est une mesure qui cible particulièrement Chine. Et donc voilà, donc il y a eu vraiment mobilisation des ONG, mobilisation du monde économique et effectivement, comme tu l'as dit, mobilisation médiatique qui pour moi a beaucoup joué dans le sens où ça, en tout cas au Sénat, ça a mis une grosse pression aux sénateurs. Et moi, je m'en rends compte parce que c'était pas du tout enfin, il y avait quand même avec Anne-Cécile, il y avait quand même un gros risque pour que cette loi soit beaucoup amoindrie au Sénat. Et la pression médiatique, en tout cas moi, ce que j'ai vu, a beaucoup joué dans le sens où elle a forcé les sénateurs à s'intéresser de près à cette loi et à ses conséquences. Alors que si j'ai bien compris, normalement, les groupes politiques délèguent à un sénateur de faire l'analyse d'une loi et délèguent leur vote, alors que là, on a vu quand même plus de gens s'impliquer et au final, c'était pour le mieux. Enfin, la version finale qui a été votée au Sénat est beaucoup plus ambitieuse et plus efficace que les textes réécrits qui avaient été proposés avant en En commission. commission. Ouais. Oui, mais ça, c'est important parce qu'effectivement, en commission, le texte qui sort nous déçoit un peu, beaucoup même, parce qu'il est vraiment revu à la baisse sur son angle. C'est la commission sénatoriale, donc juste Ouais, avant. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que avant le mois de juin, elle passe en mars. Et ça, c'est quand même intéressant parce que on est post-dissolution, post-censure, donc encore dans un gouvernement qui commence à se mettre en place. Donc évidemment que cette loi qui devait passer, ça c'est le chemin normal d'une loi, il passe d'abord dans la commission et ensuite en hémicycle. En commission, que les commissaires de cette commission du développement durable, et dans l'hémicycle, c'est tous les députés qui vont plutôt se fier aux analyses de leurs collègues qui sont en développement durable. Mais tout ça pour dire que, alors même qu'on est encore dans une instabilité relative, en tout cas le gouvernement se met en place depuis quelques mois, la loi n'est plus programmée au Sénat alors qu'elle devait l'être. Et il y a une vraie volonté du président de la commission, Jean-François Longeot, et de la rapporteure de dire on va quand même la faire examiner en commission. Ça n'existe pas, ça, en général. Une loi, quand on l'examine en commission, c'est qu'elle est programmée en hémicycle. C'est juste pour montrer la volonté politique, vraiment, et de soutien. Donc, ils vont maintenir l'examen en mars. Et c'est vrai que le résultat ne nous a pas forcément séduit parce qu'on a vraiment envie que cette loi soit aussi ambitieuse que les rédactions originales. Et en fait, dans l'hémicycle, les sénateurs s'en sont beaucoup saisis et ont pu ramener un exemple très concret, qui nous tient à cœur particulièrement avec Julia, c'est l'interdiction de la publicité. C'est-à-dire que quand elle sort de la commission, cet amendement-là, il y avait un amendement de suppression de l'interdiction pour le réduire à juste les influenceurs. Ouais, et justement, parce on a parlé de l'unanimité et de la volonté politique, il y a eu des volontés très très fortes aussi en face de la part des acteurs qui allaient être soumis ou qui sont visés par cette loi.
Est-ce que c'est le résultat d'un intense lobbying, ce détricotage initial au Sénat? On a vu quand même je veux dire, ça a échappé à peu de monde, les campagnes très virulentes de Chine, mais peut-être de d'autres acteurs plus en sous-main aussi. Et qu'est-ce que vous avez observé, vous? Quels obstacles à cette loi vous avez pu voir? En fait, moi, je crois pas, je dirais pas que, en tout cas, ce qui s'est passé en commission vient d'un lobbying important parce que, au contraire, en fait, comment on a fait évoluer, enfin, comment le Sénat a fait évoluer cette loi après le passage en commission, c'est tout simplement une loi et assumée par la sénatrice, et c'est plutôt très honnête. Après, c'est une vision différente. Mhm. On part d'une loi à visée environnementale avec des bénéfices immédiats sur le plan économique à une loi économique. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur on veut réduire l'impact environnemental de l'industrie textile au Sénat, on est sur je veux tuer Chine et Temu. Point. C'est parfaitement assumé. Donc, vous voyez, si le lobbying avait été efficace, on n'en serait pas arrivé là. En revanche, ce qui a joué effectivement, c'est, et on l'a esquissé déjà un petit peu depuis le début, c'est quand on dit on veut réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, c'est toute l'industrie textile. On n'est pas rentré dans le détail de comment on s'y prend avec ce bonus-malus, mais le malus, en fait, l'idée, c'est de calculer l'impact environnemental de chaque produit, et chaque produit, chaque impact, chaque note, comme un Nutri-Score, sera de fait associé à une pénalité. Avec cette idée d'être très, 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 très impactant pour ces gros mastodontes qu'est la Nutra Fast Fashion, et puis quand même de pouvoir aussi dire à ceux qui ont déjà commencé une transition écologique, et c'est le cas, et c'est pas du greenwashing, ils ont déjà commencé, de dire ok, vous impactez pas de la même manière, mais vous impactez un peu quand même, donc c'est normal que vous mettiez la main à la poche. Pourquoi c'est normal? Parce que tout ce dispositif est appuyé sur le principe du pollueur-payeur. Et ça, en 2020, la France, elle est complètement novatrice quand elle fait ça, puisqu'elle crée pour la première fois la responsabilité élargie des producteurs. Ça veut dire tout simplement, tu pollues, effectivement, tu vas contribuer à la dépollution des sols, de l'air, de l'eau, que tes différentes industries peuvent polluer. Donc, ce principe-là, il est extrêmement important. Et du coup, le lien qu'on fait aujourd'hui avec cette loi, c'est qu'effectivement, les acteurs, on va dire, non pas d'ultra fast fashion, mais peut-être de fast fashion historique, c'est pour ça que c'est important et que dans la loi, on le distingue. Et ça, c'est vraiment les auditions et le travail parlementaire qui a permis de ne pas traiter de la même manière, malgré tout, un Chine et Timu qu'un Ditex ou H&M, parce que ils ont commencé à faire évoluer leur modèle. Mais c'est vrai que ces acteurs-là, aujourd'hui, nous disent, en fait, on va avoir trop, et même des acteurs français, hein, on va avoir trop d'impact sur notre modèle économique. Donc, dans un premier temps, ne visez que Chine et Timu et allez-y fort. Ne revoyez pas à la baisse votre ambition. Et puis, une fois qu'on les aura, entre guillemets, tués, on verra comment nous, on peut avancer. Je caricature, mais c'est un peu ça. Julia, vous avez vu, vous, d'autres obstacles ou peut-être des positionnements un peu différents et plus... Ouais, en fait, c'est moi, encore une fois, hein, j'ai pas l'expérience de ça, donc on a vu donc le lobby de. En fait, c'est marrant la formulation. Les lobbies ont réussi à faire enfin, en fait, la formulation quand on parle de lobbying, on a un peu l'impression que c'est parce que les politiques sont corrompus. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est pas ça du tout. Ce que j'ai pu voir, c'est que la puissance des lobbies, c'est d'arriver à bien exposer leur argumentation. Et c'est qu'ils ont à la fois les entrées pour le faire. Enfin, je veux dire, si vous représentez toutes les enseignes de fast fashion en France, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous avec les sénateurs que nous, quoi, que moi, par exemple. Ils ont les entrées et ils ont les moyens, quoi. Enfin, il y a aussi un truc d'avoir de pouvoir avoir les gens formés suffisants pour aller exposer leurs arguments. Et en fait, si vous n'avez pas en face de l'argument de ces lobbyistes des contre-arguments, un contre-discours, des chiffres, etc., effectivement, moi, si vous me mettez dans la salle 2 secondes avec le représentant de Primark, j'ai l'impression que cette loi, elle va détruire l'économie de la France.
Et là, c'est marrant, il y a eu un post d'Emulier sur ça. On dirait vraiment que cette loi, c'est la fin de Kiabi, c'est la fin de Decathlon, etc. Donc, c'est assez intéressant, ce qui est faux, hein, enfin, vraiment, c'est beaucoup de, bon, bref, de raccourcis, de stratégies. Effectivement, ça infuse parce que j'avais relevé la note une phrase de Sylvie Valente-Leir, donc qui était la rapporteure du texte au Sénat, qui dit: «Je ne veux pas toucher d'un centime à une entreprise comme Decathlon ou Kiabi. Les marques comme Zara et H&M participent à dynamiser nos centres-villes». Donc c'est Et ce qui est pas faux, enfin, je veux dire, Zara et Mmh. H&M, ça dynamise plus les centres-villes que Chine, mais il n'empêche qu'il faut se souvenir de qu'est-ce qu'il y avait dans les centres-villes avant Zara et H&M. Il faut se souvenir de qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce qui se passe dans une région quand il y a un Primark qui ouvre. En fait, là, c'est marrant, il y a un Primark qui vient d'ouvrir, je crois que c'est vers Lyon. Enfin, la conséquence, elle est directe sur les commerces autour. Enfin, ça détruit tous les commerces autour. Donc, c'est pas parce que il y en a un qui est moins pire que l'autre que son modèle en soi est vertueux, quoi. Et je trouve que ça, par exemple, ce qui était hyper important pour nous, c'était d'arriver à faire arriver à l'oreille des députés et des sénateurs la réalité des chiffres. Notamment que Primark détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, même quand ils ouvrent des magasins. Pour le phénomène que je vous ai expliqué au début, hein, c'est-à-dire que comme ils vendent très cher, en fait, ils ne peuvent pas avoir beaucoup de salariés. Donc, comme ils vendent pas cher du tout, pardon, ils ne peuvent pas avoir Ouais. beaucoup de salariés, etc. Donc, je dirais que c'était un peu une guerre de l'information. Et comme nous, on avait moins accès au cabinet des sénateurs, des députés, et qu'on avait moins de moyens de pression, on ne peut pas dire, attention, nous, on représente X milliards de chiffre d'affaires et X mille emplois. Notre seule manière d'arriver à contrer le travail des lobbies, ça a été effectivement le travail médiatique. Et c'est de faire exister dans l'espace public tout la contre-argumentation et de mettre en lumière à quel point leur argumentation est fausse ou tronquée, en tout cas malhonnête. Et bon, on ne peut pas leur en reprocher, ils sont là pour servir. Enfin, les lobbies font ce pourquoi ils sont habilités, c'est-à-dire défendre les intérêts de leurs membres et non pas les intérêts de la France, quoi. Donc, ça, c'était assez intéressant de comprendre ça. Que c'est pas une question de corruption, c'est une question d'accès à l'information et de discours contre discours. Et c'est ça que je trouve un petit peu compliqué dans la fabrique de la loi, c'est que comme les auteurs sont auditionnés un par un séparément, ben, on ne sait pas trop ce que les autres ont dit. Enfin, on sait ce que Chine a dit parce qu'eux, ils ont fait des campagnes publiques de lobbying, mais il y a des arguments qu'on comprend qu'après coup. Et on comprend après coup qu'effectivement, il y a vraiment Chine et Kiabi Kiabi, en tout cas Kiabi, moi je suis au courant de ça, qui dit « Ah là là, cette loi va nous détruire », ce qui est faux. Enfin, vraiment, c'est... Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et après, c'est aussi intéressant parce qu'il y a eu d'autres lobbies qui sont intervenus, notamment le lobby de vente privée, qu'est-ce qui représente d'autres, Zalando, etc., qui se trouvent être des plateformes qui proposent beaucoup de références et qui se sont rendus compte qu'ils risquaient d'être touchés par la loi. Et là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tout le monde a cédé très vite à ces lobbies. Même moi, il y a eu un truc où j'étais là, j'ai pas envie d'avoir eux en plus sur le dos, parce qu'ils étaient super, super agressifs. Et donc, la loi a très vite été adaptée pour pas les toucher. Et je trouve que c'est aussi intéressant comme mécanisme, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens dont il faut faire face, il fallait faire face à la grande distribution, la fast fashion, nanana, etc., d'avoir en plus les plateformes françaises, il y a eu un truc, bon, bah, on cède très vite. Alors qu'en vrai, on pourrait se poser la question de vraiment vente privée, qu'est-ce que ça crée comme emploi en France et qu'est-ce que ça crée comme valeur pour qu'on puisse avoir, pour que voilà, on cède aussi rapidement à leurs revendications. Enfin, en tout cas, moi, après coup, ça m'a interrogée. Je trouve ça... La vente privée, c'est vraiment des entrepôts et des plateformes. Enfin, il n'y a pas une différence en termes de valeur économique créée sur le territoire. Il n'y a pas une différence fondamentale avec des grandes plateformes. Et moi, l'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que je trouve que les lobbies réfléchissent très court terme, notamment cette volonté d'avoir une loi qui cible uniquement l'ultra fast fashion, par exemple. C'est le fait de vouloir cibler des enseignes et non pas des pratiques, ça fait des lois qui sont plus facilement contournables et surtout qui n'empêchent pas d'avoir d'autres acteurs qui arrivent sur le marché plus tard avec des pratiques qui vont, encore une fois, faire de la concurrence aux enseignes françaises. Et donc, cette volonté d'avoir une loi qui touche Chine et Temu, mais qui ne les touche pas, en fait, en tout cas, d'avoir une loi qui ne s'attaque pas aux pratiques
je trouve que c'est intéressant comment les lobbies raisonnent assez court terme sur, les intérêts économiques de leurs membres, et ne voient pas qu'en fait, enfin, c'est marrant, hein, on a eu Wish qui a été, déréférencé. Ouais, Et c'est en vrai. fait, on en a d'autres qui sont arrivés. Donc si on n'a pas une loi qui touche fondamentalement aux pratiques plutôt que de viser certaines enseignes, en fait, il y en aura d'autres. Et si on fait une loi qui ne touche juste Chine et Temu, et ben en fait, on aura d'autres acteurs qui vont avoir des pratiques délétères et pires que les enseignes françaises qui vont arriver et qui vont à nouveau avoir cette concurrence déloyale. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de voir que les lobbies ne sont pas là pour défendre l'intérêt général de la France, mais l'intérêt particulier de leurs membres, et ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt long terme de leurs membres, en tout cas ceux qu'on a croisés, mais ils ont une vision assez court-termiste et oui, ils voient le résultat à 2-3 ans de leur enseigne au mieux, quoi. Ouais. Cécile, Je vous vais vouliez réagir juste peut-être? rajouter quelque chose. Évidemment, je souscris totalement à ce que dit Julia. Bon, déjà, la loi ne permet pas de dire on veut faire une loi anti-Chine, anti-Temu, ce serait discriminatoire et il n'y a pas de sujet. Mais là où elle a raison, c'est qu'on a déjà des acteurs là, qui sont en train d'approcher et qui sont très proches du fonctionnement de ces enseignes-là. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir une vision beaucoup plus large et une vision effectivement sur du long terme. Pardon. Là-dessus, je peux que être d'accord. C'est, à mon sens, le problème de nos politiques actuelles qui sont vraiment trop court-termistes. Donc, ça me semble essentiel. Je voulais juste préciser aussi, parce que je ne suis pas sûre que c'était très, très clair tout à l'heure, mais même avec Julia, on peut avoir parfois des visions qui ne sont pas tout à fait alignées. Et c'est vrai que moi, quand j'insiste entre le traitement différent d'une ultra fast fashion, d'une fast fashion, mon ambition à moi, en tout cas l'ambition du texte initial, c'était vraiment de viser tout le monde, avec un traitement différent, parce que, encore une fois, c'est pas la même chose d'envoyer 600 grands porteurs tous les jours en France pour amener des produits de l'autre bout du monde que de le faire en euro ou en euromède. Mais pareil, ça on peut développer si vous voulez. Donc, la loi, elle dit que l'obligation de mettre une mention qui explique ce que c'est que l'ultra fast fashion et les conséquences sur l'environnement, et le dernier qui dit il faut absolument interdire cette publicité, ça concerne essentiellement l'ultra fast fashion qu'on distingue justement de la fast fashion classique et traditionnelle qui existe depuis plus de 20 ans en France et qui est à l'origine de la plupart des pertes d'emplois justement dans cette industrie-là. Donc, on a vraiment, en tout cas pour nous, c'était important aussi d'avoir une vision assez fine et de ne pas traiter tous les acteurs de la même manière, mais de les traiter quand même. Et effectivement, encore la semaine dernière, j'avais des sollicitations d'acteurs français qui me démontrent par A plus B que si la loi passe en l'état, ils vont mettre la clé sous la porte. Or, la loi n'est pas passée, les décrets ne sont pas passés, donc on n'a pas la capacité à pouvoir dire, mais en fait, chaque article sera taxé, pénalisé, pardon, de tant d'euros. Donc c'est un peu prématuré. Évidemment qu'on est vigilant à cela. Et évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles on ne traite pas de la même manière. Ces enseignes, encore une fois, de fast fashion françaises, européennes, ont des emplois dans notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pour ces acteurs, on va dire, asiatiques. Justement, sur la Juste suite, peut-être. Ouais, si je peux vas-y. rebondir, et nous, c'est aussi ce qu'on porte comme, en fait, on porte une vision de progressivité de l'application de la loi. Enfin, et moi, je suis totalement d'accord que Chine, c'est bien pire que Primark. Je pense que Primark est responsable d'énormément de choses négatives dans le secteur textile, mais Chine, c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment hallucinant en termes d'impact écologique, conditions sociales, etc. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a apporté depuis le début, c'est-à-dire une gradation des bonus-malus. C'est-à-dire, si vous avez des pratiques très néfastes, vous devez être très pénalisé. Et moi, je soutiens aussi le fait que l'interdiction de la publicité cible particulièrement ces plateformes d'ultra fast fashion, puisque c'est vraiment leur levier principal d'acquisition. Et si vous regardez par rapport aux enseignes de fast fashion, la publicité n'est pas si présente que ça chez la plupart des enseignes. Zara fait pas de pub, par exemple. Ils ont pas besoin, ils ont des magasins. Leur pub, c'est leur vitrine. Pardon, c'était juste cette petite parenthèse.
Très bien. Moi, j'avais deux questions un peu pour finir. La première, c'est la question un peu classique et c'est l'argument qui a été utilisé par Chine ou d'autres dans leur campagne, pour le coup, à destination du grand public. C'est mais vous privez les gens d'un accès à la mode, vous privez les gens d'un accès à quelque chose de bon marché, en gros, l'argument économique. Je Vous, c'est quoi votre réponse à ça? Et la deuxième question, c'est sur les prochaines étapes législatives. Euh, Quels sont encore les risques et les incertitudes que vous identifiez sur le texte? Vous avez parlé, donc ça doit repasser là, hein, donc ça a été passé à l'Assemblée. C'est pas la même version qui a été votée au Sénat avec des légères différences, donc il faut que ça passe maintenant en commission mixte paritaire, si j'ai bien compris. Et ensuite, le texte sera définitif. Est-ce qu'il y a encore, voilà, par exemple, les mesures phares, l'interdiction de la pub, peut-être on n'a pas parlé d'autres trucs, mais la taxe sur les petits colis, etc. Est-ce que tout ça, c'est menacé? Et il reste aussi les applications par décret, notamment par la définition de ce qu'est justement la fast fashion et l'ultra fast fashion. Et on sait que le diable adore se cacher dans ce genre de détails aussi, et que c'est quand l'attention médiatique aussi est un peu retombée que c'est là que ça se joue. Donc voilà, ces deux questions rapides avant d'ouvrir la discussion aux personnes qui vont assister à l'entretien. Peut-être le plus court, c'est sur effectivement le point de la navette législative. Euh, Pareil, et je le dis parce que c'est pas anodin, on a bénéficié d'une procédure accélérée. Une procédure accélérée, ça veut dire que c'est les présidents de l'Assemblée enfin, la conférence des présidents qui dit on veut une procédure accélérée sur cette loi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie ambition politique. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas deux passages. Un passage une fois en Assemblée nationale, un passage au Sénat et effectivement une commission mixte paritaire. Donc là, on en est à l'attente de la programmation de la commission mixte paritaire, mais qui ne peut pas être programmée pour l'instant, d'une part parce que, indépendamment du contexte politique national, on a fait une notification à l'Union européenne, comme ça se fait régulièrement, sur les mesures proposées et par le texte du Sénat et par le texte de l'Assemblée pour avoir, on va dire, un avis, une évaluation de la Commission européenne qui nous permettra d'être plus agiles sur nos choix en commission mixte paritaire. C'est un avis de l'Union européenne. Donc l'Union européenne met en général 3 mois à rendre un avis. On l'a fait en juillet, enfin les cabinets de la transition écologique et de Bercy l'ont fait en début juillet, donc on devrait l'avoir bientôt. Et puis, bah, évidemment, même si il n'y a pas de ministre au sein de la commission nationale, la commission mixte paritaire, pardon, bah, c'est mieux quand même d'avoir un gouvernement pour pouvoir avancer sur cette question-là, puisque de toute façon, ça repassera au banc et à l'Assemblée et au Sénat. Ce sera le vote de ce qui a été décidé dans cette commission mixte paritaire. Donc très clairement, c'est effectivement l'arbitrage entre ce qu'on aura pris du Sénat et ce qu'on aura pris de l'Assemblée. Donc c'est 7 sénateurs et 7 députés. Donc ça, on aura l'occasion de s'en reparler quand la date sera fixée et quand on aura un petit peu plus de lisibilité. Mais moi, j'ai plutôt bon espoir que ça le soit avant la fin de l'année parce que l'avis de l'Union, on va l'avoir bientôt. Et puis, s'agissant de la programmation de cette commission mixte paritaire, je ne suis pas très inquiète dans la mesure où, encore une fois, on l'a dit et redit, il y a quand même un bon support politique, quels que soient les groupes. Donc je me dis que quel que soit le gouvernement qu'on va avoir bientôt dans quelques jours, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être soutenu sur la programmation de cette CMB. Donc voilà, je suis plutôt confiante. Je suis d'un naturel plutôt optimiste et confiante, mais là, je ne vois pas bien pourquoi on nous soutiendrait pas. Je fais juste une petite parenthèse que j'aurais pu dire depuis le début, mais Julia l'a esquissé à un moment donné. Je crois que la classe politique et mes collègues, que ce soit à l'Assemblée ou surtout au Sénat, ils ont sous-estimé l'impact de cette loi. Vraiment. Quand elle sort, moi j'en parle à mes collègues, alors mes collègues de mon groupe, encore une fois, ont été juste extraordinaires. Mais aussi parce que le ministre Béchu était là aussi pour pousser. Mais autrement, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les enjeux et finalement, c'est certainement l'emballement médiatique et encore une fois, le travail que Julia a rappelé et du monde économique et du monde associatif,
ONG, etc. Donc, c'est essentiel et c'est vrai que cette mobilisation, elle est importante d'être maintenue parce que ce sera important non seulement pour la programmation de cette CMP, mais aussi pour ce qui va en sortir. Et du coup, je boucle avec votre première question qui est quels sont les risques? On a encore une fois eu un hémicycle du Sénat qui a vraiment permis d'avancer et de rectifier, à mon sens, ce qui était vraiment dommageable dans la version par rapport à la version initiale. Je ne dis pas que la loi de l'Assemblée est la meilleure et qu'il faut absolument que ce soit celle-ci. Au contraire, hein, le Sénat a pu apporter des choses qui sont effectivement intéressantes, notamment la taxe sur les petits colis, même si, bah, effectivement, on n'était pas dans le même contexte politique. Trump n'était pas président des États-Unis quand on passe la loi. Mais je pense qu'il faut une ambition encore plus importante s'agissant de la question des taxations des colis. Mais en tout cas, voilà, c'est une mesure en tout cas qui peut être intéressante. Si on parle de l'interdiction de la publicité, si on parle que du point de vue purement législatif et navette parlementaire, le Sénat a réintroduit l'interdiction totale. Donc là-dessus, on est plutôt aligné. Reste à voir la position de l'Union européenne. On verra, sachant que s'agissant d'enjeux environnementaux, on peut interdire la publicité. On l'a vu pour la santé aussi, et on l'a vu parfois pour l'environnement, parce qu'effectivement, il y a un sujet sur le fait qu'on pourrait restreindre la liberté d'entreprendre et de communication. Mais quand il s'agit d'enjeux environnementaux, en général, on a la possibilité de le faire. Donc, on est plutôt très en attente de cela, mais plutôt aussi confiant. Ensuite, alors on va rentrer peut-être dans des sujets un peu techniques, mais là où on n'était pas forcément aligné, c'est sur la manière, alors sur le périmètre effectivement à qui on s'adresse s'agissant de cette loi, et puis sur l'outil qu'on va utiliser pour calculer cet impact environnemental. L'Assemblée dit on a depuis 5 ans un travail extrêmement important au sein du ministère de la Transition écologique, du commissariat général au développement durable, de l'ADEME, de tous les acteurs des filières textiles. Tout le monde travaille ensemble pour définir une méthodologie de l'affichage environnemental, c'est-à-dire comment j'essaie de calculer le coût environnemental d'un produit. Encore une fois, on peut faire le lien avec le Nutri-Score. C'est une note et qui dit, voilà, cette note, elle permet de se rendre compte de l'impact environnemental. Cet affichage environnemental, cette méthodologie a été présentée au ministère de la Transition éco fin d'année dernière. Elle est notifiée à l'Union européenne. L'Union européenne, en mai, dit très bien, c'est validé, c'est OK. Donc, nous, on s'appuie sur cette méthodologie-là, même si on sait que ce n'est pas encore parfait, qu'il y a des points d'amélioration manifestement, et que le fait de pouvoir la mettre en place permettra justement d'être encore plus fin sur Ça, c'est un argument du Sénat de dire on ne peut pas utiliser cette méthodologie puisque comme elle vient seulement d'être notifiée, et là, on a eu les décrets semaine dernière, je crois. Ça y est, on va pouvoir avoir nos premiers articles avec l'affichage environnemental qui date de la loi climat et résilience de 2021. Eh bien, ça va nous permettre de commencer à voir comment on peut noter ces produits. Le Sénat dit, non, en fait, cette méthodologie, elle n'est pas encore effective, donc on ne sait pas si c'est la bonne. Laissons-lui vivre son temps de mise en place, puis après, on verra. Donc, le Sénat dit, nous, on ne veut pas utiliser cette méthodologie-là, on va plutôt utiliser des mesures ça y est, j'ai mangé, industriel et commercial, c'est effectivement, en fait, c'est un autre outil qui serait construit à partir des mesures industrielles et commerciales, d'un indice un coefficient de réparabilité. Enfin, on associe plusieurs critères pour pouvoir avoir une note. Ce qui n'est pas, encore une fois, tout est possible et pourquoi pas. Enfin, cet outil-là, il n'est pas plus prêt que l'affichage environnemental qui, lui, a été déjà validé. Donc voilà, ça va être des sujets de discussion ainsi que le périmètre. Mais au final, je pense que l'avantage, c'est que comme le Sénat a rétabli pas mal de choses, il y aura quelques points sur lesquels il y aura vraiment une discussion, peut-être une discussion animée parfois, mais plutôt dans le bon sens.
Julia, vous partagez l'optimisme quant à Oui, oui. l'avenir de cette loi? Non, mais cette loi, elle va passer. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, heu, cette loi, elle va passer chez nous et probablement elle passera dans les autres pays parce que tout le monde est confronté, aux mêmes problématiques et on arrive à un système, qui est à bout de souffle donc c'est normal qu'il y ait des entreprises qui, veuillent, s'y opposer. C'est plutôt simple, ça veut dire que cette loi, elle sert à quelque chose, quoi. Donc je pense qu'on va y arriver. C'était intéressant, la question sur, le droit à la mode. Mmh. Qui est un peu en fait, c'est assez intéressant comment les entreprises, en tout cas les lobbies, agitent la menace gilet jaune, mais la détournent de n'importe quelle manière. Enfin, je veux dire, les gens bloquent pas le pays parce qu'ils peuvent plus acheter sur Chine, quoi. C'est vraiment pas enfin, mais c'est intéressant, je trouve en tout cas, comment la mobilisation, citoyenne, sur, la question du pouvoir de vivre, quoi, est instrumentalisée par, les lobbies, pour faire peur aux politiques, hein. C'est rien d'autre, de plus, quoi. Je sais pas si vraiment les politiques sont dupes. Je sais pas si vraiment les ministres se disent: «Ah oui, aïe, 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 si les vêtements Chine prennent 1 €, le pays va être bloqué». Enfin, je pense que tout le monde se rend bien compte que c'est pas le cas, d'autant plus que je trouve que là-dessus, Chine s'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'ils ont essayé d'agiter ça. Ils ont essayé de faire émerger une espèce de grogne, citoyenne sur, l'augmentation du bas prix des vêtements. En fait, ça a pas pris du tout. Enfin, c'était assez rigolo. Les vidéos ils ont essayé de faire des vidéos à Magali Berda et en fait, en commentaire, les gens étaient là: «Mais non, il faut réguler Chine». En fait, il y a un peu un truc de je pense, enfin, on le sait, tout le monde le sait, quoi. Les t-shirts à 3 €, c'est dur de résister, mais et c'est pour ça qu'il faut le réguler et je crois que là-dessus, c'est pas, il y aura pas de mobilisation citoyenne pour dire qu'on veut des t-shirts à 3 €, c'est pas le cas et ça, c'est cette sensation-là, elle est enfin, c'est encore une fois accentué par la crise de la seconde main. On voit qu'il y a des bornes qui débordent, enfin, on voit qu'il y a beaucoup de vêtements, en bon état dont on ne sait pas quoi faire donc moi, ça, j'ai trouvé ça assez, rigolo. Comment cet argument a été avancé par les lobbies et qu'ils l'ont eux-mêmes démonté en montrant que, ben, finalement, il y a vraiment les citoyens sont pas du tout là: «Aïe, aïe, aïe, défendons Chine, il faut absolument pas réguler cette plateforme», alors même qu'ils en sont très utilisateurs. Enfin, je trouve que c'est un peu comme le tabac, quoi, Mmh. on aime fumer, mais on sait que ça nous fait du mal et on pense que c'est quand même bien, que l'État empêche, de qu'on soit trop nombreux à fumer ou à trop fumer, quoi. Et ouais, nous, sur le procès de la loi, j'en dirai pas plus qu'Anne-Cécile, mais ouais, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que cette loi, elle va passer pas seulement au niveau français, elle va passer au niveau européen et probablement dans d'autres pays et c'est pour ça que l'énergie, mise est, pour la freiner est démentielle. Et puis en fait, ce qui se passe dans la mode, ça se passe ailleurs. Donc cette loi, elle va aussi faire enfin, je veux dire, ce que font les États-Unis, c'est mettre des droits de douane. Nous, ce qu'on fait, c'est faire passer une loi sur l'impact écologique. C'est chacun utilise ses moyens, mais on voit qu'on va dans un monde où on ne va plus se laisser envahir comme ça par, des produits qui détruisent notre environnement et surtout notre économie. Donc c'est juste le cours de l'histoire et que maintenant, heu, bah, il faut faire en sorte que cette loi, elle soit la mieux possible. Elle ait le moins possible d'effets de bord, mais c'est comme ça, on est rentré dans une nouvelle ère. Non, bah, pouvoir rentrer dans l'ère des questions des participants aussi. Merci beaucoup pour tout ça. On a déjà pas mal de questions, notamment sur, donc je pense celle de Samuel Sauvage sur, à l'heure où les droits de douane sont remis au goût du jour, est-ce que vous pensez qu'il faille réfléchir à une mise en place de quotas d'importation, de droits de douane plus élevés sur le textile? Et ça, on parle du coup du niveau européen. On a un peu évoqué le fait que cette loi était la première en France et que donc on a dû la notifier à, à- à la Commission européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à élever aussi et à lancer le débat sur des quotas d'importation, des droits de douane plus élevés? Euh, on a aussi des C'est questions sur la taxation des petits colis, savoir si elle est liée à cette loi. Donc, il me semble, mais dans sa version Sénat, mais ça va un petit peu ensemble, c'est-à-dire enfin, la taxation des petits colis, c'est aussi une façon de ouais. mettre des droits de douane. Voilà, peut-être déjà ces deux premières questions. Sur quota d'importation et droits de douane, moi je peux répondre, c'est quelque chose qui avait été, proposé, en tout cas
nous, dans l'industrie, dans le textile français, on a cette nostalgie-là parce que avant, il y avait les accords multifibres où il y avait des quotas d'importation par pays. Et c'était quelque chose qui protégeait beaucoup l'industrie française. Donc nous, on a bien vu les avant-après les accords multifibres. À partir du moment où ces accords, ils ont sauté, ça a été la destruction de l'industrie française. Donc il y a effectivement, si on remettait des quotas d'importation, globalement, ce que ça veut dire, c'est que pas plus de X 1000 vêtements peuvent arriver de Chine chaque année. Bon, bah ça, effectivement, si on voulait vraiment avoir une industrie textile française, remettre ça en place, ça serait hyper efficace. Moi, je serais plus favorable à des quotas d'importation en fonction des conditions sociales et environnementales des pays producteurs. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, bah, c'est une manière de faire du protectionnisme parce que les conditions sociales et environnementales en France sont globalement les mieux-disantes du monde. Mais ce que ça permet aussi, c'est de faire améliorer les conditions sociales et environnementales dans les pays, enfin, au Bangladesh et en Chine. Et par exemple, le Bangladesh en a besoin. Enfin, aujourd'hui, pourquoi les conditions de travail et environnementales s'améliorent peu ou pas au Bangladesh? C'est parce que en fait, les marques veulent toujours du moins cher et tant qu'elles n'ont pas d'incentive pour autre chose, elles disent: «Ben, voilà, si vous augmentez le salaire minimum dans le pays, bah, j'irai produire en Éthiopie». Donc ça maintient les pays fabricants dans une certaine misère, quoi. Donc avoir des mécanismes d'ajustement aux frontières qui permettent non seulement de favoriser l'industrie française, mais aussi d'élever les conditions sociales et environnementales à l'autre bout du monde, c'est ce qu'on veut. Et c'est marrant parce que ça fait écho à ce qui se passe dans la culture. Les agriculteurs, c'est pas qu'ils veulent pas qu'il y ait de choses qui viennent pas d'ailleurs. Ils veulent juste être mis sur la même base. C'est-à-dire que si on leur a interdit des pratiques en France, c'est dégueulasse qu'on fasse rentrer des produits chez nous qui ont utilisé cette pratique. Et en fait, c'est ça l'avenir globalement. C'est vers ça qu'on doit aller, c'est-à-dire vers un protectionnisme social et écologique qui élève le niveau de tout le monde. C'est-à-dire conditionner à l'accès au marché européen aux pays qui ont les meilleures pratiques. C'est vers ça qu'on doit aller. En tout cas, c'est ça la carte à jouer de l'Europe. Et précisément là-dessus, Valeria Rodriguez nous écrit que il y a, enfin, on a parlé effectivement des impacts environnementaux et sociaux, mais la loi, elle est bien sur la diminution des impacts environnementaux et qu'elle souligne qu'il n'y a pas d'aspect particulièrement social dans la loi. Est-ce que, il faut une nouvelle proposition de loi pour réguler les secteurs sur des critères sociaux? Pourquoi cet angle environnemental alors même que, enfin voilà, le double, est-ce que c'est parce que ça paye plus? C'est... Donc c'est plus difficile de réguler sur des critères sociaux qu'environnementaux? Alors, c'est pas forcément plus difficile. On va dire que on a choisi un objet. Quand on dépose cette proposition de loi, moi j'ai toujours dit que c'était la première brique et qu'effectivement la brique d'après, ça allait être celle-ci. Parce que évidemment que ce sujet il est venu très rapidement et pendant le travail en commission et dans l'hémicycle. Donc c'est certain qu'on a la nécessité voilà, d'aller plus loin. En plus, dans les acteurs qui ont beaucoup travaillé dans cette loi politique, et notamment mon collègue Dominique Potier, qui travaille sur le devoir de vigilance, justement sur on va dire, ces injonctions pour les entreprises de pouvoir rendre compte sur les conditions sociales, sanitaires, etc. Et que on avait, voilà, ça c'était, en fait, on avait créé un groupe transpartisan après le vote à l'Assemblée, un groupe transpartisan pour continuer sur cette brique-là. On va dire que ce qui s'est passé par la suite dans notre pays ne nous a pas forcément aidé à maintenir, mais il y a toujours cette idée de pouvoir continuer et que c'est essentiel. Et moi, je partage assez la vision de Julia, justement, peut-être sur l'idée de pouvoir repenser les quotas d'importation en lien avec ces critères-là, parce que ce sont des scandales absolus, c'est-à-dire non-respect du droit du travail, exposition. On a encore une fois, on n'a pas détaillé tous les enjeux environnementaux, mais là, il y a un sujet de santé environnement manifeste, c'est-à-dire que on fait travailler des gens dans des conditions épouvantables en ne respectant absolument pas leurs droits et en les exposant à des produits qui les mettent en danger. C'est-à-dire qu'ils utilisent des solvants, ils utilisent des produits qui ne sont absolument pas autorisés chez nous, en tout cas en Europe. Et ces gens, et on le voit justement grâce au travail que peuvent faire les différents journalistes et ONG, c'est des maladies épouvantables.
Et ça, c'est s'agissant encore une fois des conditions sociales et sanitaires des gens qui les produisent, mais quid des gens qui portent ces vêtements? On est en train de se rendre compte que ça va pas être simple non plus, hein. Donc je crois que pour répondre vraiment à la question initiale, parce que ça c'est une autre question, c'est effectivement, ça va être au travail pour pouvoir aller encore plus loin. Après, c'est vraiment l'idée que quand on fait une loi, soit c'est un projet de loi, puis on s'attaque à ça et on prend tous les sujets, soit une proposition de loi, en général pour pouvoir être pertinent et a fortiori dans une niche parlementaire, il faut un objet. Et ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas envie de traiter ça, c'est juste qu'il fallait qu'on soit un peu focus. On a une question aussi de Mathilde sur. On a parlé de beaucoup d'acteurs dans les coalitions politiques et sociétés civiles. On n'a pas du tout parlé des syndicats. Est-ce qu'il y a eu un rôle pour les syndicats de travailleurs? Est-ce qu'ils ont été en soutien, peut-être au niveau français ou au niveau international, si vous avez eu des discussions avec ces acteurs-là? Non, c'est intéressant parce que non, ils sont. Alors, quand on fait une loi, on fait la liste de tous les gens qu'on veut auditionner. Mhm. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des experts, puis après, il y a des acteurs, notamment publics, entre guillemets, indispensables, tout comme on va aller chercher des gens à la direction des entreprises, enfin, au ministère de l'économie, au ministère de la transition éco, etc. Et puis, tous les acteurs, dont Julia, c'est comme ça qu'on se rencontre. Mais s'agissant des syndicats, eh ben, on n'en a pas, on n'en a pas interrogé. Et puis, ils ne sont pas forcément venus vers nous, parce que c'est ce que j'allais dire. On fait la liste, et après, il y a ceux qui viennent vers nous en disant, nous, Mm. absolument, on veut être auditionnés. Alors, soit avant la loi, soit après, une fois qu'ils ont pris conscience de ce qui s'était passé et qu'ils veulent. Et moi, je les ai tous reçus, vraiment. Alors, à une exception près, et c'était intéressant, le seul syndicat que l'on a auditionné, c'est sur l'interdiction de la publicité. Donc, en fait, le syndicat, justement, des acteurs de la publicité. Et c'était vraiment super intéressant parce qu'en même temps, ils disaient, mais vous vous rendez compte, si vous interdisez cette publicité, ça va être un peu compliqué, sachant que c'était spécifique, c'était sur les médias télévisés. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que jusqu'à ce jour-là, donc on va dire de janvier 2024, effectivement, il n'y avait aucune publicité à la télévision sur ces enseignes. Et le soir même de cette audition de ce syndicat, France 2 diffusait, je ne sais plus quelle émission, mais une émission grand public, et Chine, pour la première fois, avait acheté un encart TV. Pour la première fois, c'était jamais arrivé. Je ne sais pas si ça s'est reproduit depuis, mais en tout cas, ça Et, montrait bien l'évolution. et là, d'ailleurs, juste pour clarification, dans le texte actuel qui va être relu en commission mixte paritaire, il y a aucune forme de publicité sous aucune forme, genre, donc ni médias traditionnels, ni influenceurs. Ni réseau, rien du tout. C'est Mm. vraiment l'ambition et, et c'est vraiment la condition sine qua non si on veut vraiment frapper très très fort. On a deux questions aussi qui se font écho, celle de Laurence Madouis sur le niveau réel de la pénalité et du malus qui serait imposé. Moi, j'avais lu que ça pouvait pas dépasser 50% du prix de l'article sur un t-shirt à 3 euros. C'est vrai que c'est pas non plus énorme. Ça va être suffisamment dissuasif? Et ça fait écho à la toute première question que nous a posée Nicolas Triomphe, qui apparemment vous a rencontré Anne-Cécile. Car il est commerçant à Thonon-les-Bains et qui dit que lui, il a du mal à faire face aux promos permanentes des marques, y compris des marques plus traditionnelles dans son commerce. Et du coup, ces niveaux de prix et de pénalité qui pourraient effectivement rendre la loi efficace, est-ce que c'est Moi, discuté? je veux Et, bien répondre à ça. mhm. Euh, donc, effectivement, si je dis pas de bêtises, comme cette loi, elle s'inscrit dans le cadre de la REP, qui est un cadre législatif plus global, qui effectivement empêche que ça soit au-dessus de 50% du prix du vêtement, je crois, la pénalité. Et je sais qu'on a tendance à se dire, ah bah 1 euro de pénalité sur un t-shirt à 3 euros, ça a l'air rien. En fait, il faut comprendre comment ça marche, les marges dans le textile. On est à quelques centimes près. Enfin, c'est ça que les marques gagnent sur un t-shirt à 3 euros, c'est quelques centimes. Donc, si vous mettez une pénalité de 1 euro, on a l'impression que, effectivement, je ne sais pas si le signal pour le consommateur change beaucoup de passer de 3 à 4 euros, mais en tout cas, sur la rentabilité de l'entreprise, ça change complètement. Et ensuite, sur l'argent qui est collecté pour être reversé en bonus, c'est énorme.
Enfin, même si c'est que des t-shirts à 3 euros, en fait, globalement, il y a 3,5 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché chaque année en France. On dit que 70% c'est de la fast fashion. Voilà, 2 milliards de vêtements, c'est la fast fashion. Si vous collectez 1 euro par vêtement, c'est 2 milliards d'euros que vous pouvez utiliser pour soutenir le Made in France, etc., etc. Donc, c'est assez compliqué de voir à quel point 1 euro, c'est énorme. Même 1 euro sur un vêtement à 3 euros, c'est énorme parce que ça ne joue pas que sur le signal prix du consommateur, ça joue sur en fait le business model et l'équilibre du secteur. Donc moi, je trouve que non mais en fait, il y a rien qui, enfin quand Primark met un t-shirt à 3 euros en vente, c'est-à-dire que si vous mettez un euro de pénalité, c'est plus cher que le coût du travail, le coût de la matière, le coût de la distribution, le coût de l'envoi, combien sont payés les vendeurs, etc. Enfin, ça veut dire que c'est le poste de coût le plus important pour la fabrication de ce t-shirt et que du coup, c'est le poste de coût quand quand vous fabriquez des vêtements, vous essayez de réduire les postes de coût. Bah, si c'est le plus important, c'est celui-là que vous allez essayer de réduire. Donc, c'est-à-dire que structurellement, vous allez essayer d'améliorer, enfin, de ne plus être touché par la loi, donc d'améliorer vos pratiques sociales et environnementales. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est Ah, hyper merci, important ça de comprendre. clarifie. Ouais. Une Non, autre mais question? effectivement, je fais juste un lien. Je Oui. ne vais pas être Non, redondante bien sur sûr. ce que dit Julia parce que c'est parfaitement juste. Mais par rapport à ce que disait Nicolas, et petit clin d'œil à Nicolas Triomphe, ça, c'est encore une autre brique sur laquelle il faudra qu'on réfléchisse vraiment. C'est effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de période véritablement de solde. On a des ventes privées en permanence et notamment en ligne. Enfin, là aussi, il y a une distorsion de concurrence au sein de nos acteurs français. Donc, c'est un sujet sur lequel il va vraiment falloir sur lequel on se penche parce que c'est clairement totalement injuste pour les gens qui ont des boutiques en ville, justement, et qui sont, encore une fois, comme le dit ma collègue sénatrice, les cœurs de nos villes et de nos dynamismes économiques. Donc, il y a un vrai sujet sur la régulation de ces périodes de soldes, de ventes privées, de promotions spéciales, etc., etc. Oui, et puis le coût des colis aussi, donc ça rejoint aussi je veux dire que c'est aussi moins cher d'acheter en ligne parfois, malgré les coûts de transport, etc., quoi. Juste, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, dans la loi de la REP, elle limitait les malus à Ah oui. 20% du prix du produit et la nouvelle loi augmente ce Ça, plafond à 50%. Euh, et moi, je pense que personnellement, pour connaître un peu les marges du secteur, je pense que c'est efficace. Enfin, je pense que ça, 1 euro sur un t-shirt à 3 euros, ça change le business model et les pratiques d'une marque. Non, mais c'est certain. Et effectivement, en fait, souvent, ce qui a pu être dit, c'est mais c'est pas assez. Donc, l'idée, c'est d'une trajectoire d'aller jusqu'à 5 euros pour être vraiment significatif en 2025 à l'époque, et puis 2030, qu'on ait au moins une pénalité jusqu'à 10 euros. Euh, Manifestement, la manière dont on l'a rédigé, c'est pas si clair que ça. Donc ça va être revu au moment de la CMP. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, cette disposition, elle s'appuie sur la responsabilité élargie des producteurs, la fameuse REP, le principe du pollueur-payeur. C'est des éco-contributions qu'on paye déjà tous, quel que soit ce qu'on achète, sauf que c'est pas très visible. Donc ça, c'est aussi une autre brique dont on se saisit au niveau transpartisan, c'est que toutes ces éco-contributions, elles soient visibles sur l'étiquette. C'est un autre combat, mais pas des moindres. Et jusqu'à maintenant, c'est quelques centimes, quelques fractions de centimes ou quelques centimes. Donc de dire, là, on va passer jusqu'à 5 euros, mais effectivement, on va se limiter à 50% du prix du produit, c'est pas neutre du tout. C'est pas neutre du tout. Et évidemment, pour le producteur, et Julia l'a très bien dit, pour le consommateur, c'est quand même un signal prix. Et c'est vrai que si j'achète 3 t-shirts à 3 euros, si j'ai une pénalité de 50%, bah forcément, c'est peut-être un que j'achèterai en moins. Et un autre sujet sur les filières asiatiques, il y a quand même cette idée qu'ils vont en perte ou pas loin. Donc, de toute façon, ce sera encore compliqué pour leur modèle économique à terme, même si on peut imaginer qu'il y ait d'autres ambitions aussi pour ces filières-là, mais je ne vais pas développer ça tout de suite. Encore une question un peu pour clarifier l'état de la loi actuelle et peut-être donc celle qui a le plus de chances de passer ensuite, c'est est-ce qu'on est bien on cible en priorité Chine,
Temu, avec les interdictions de pub, de bonus-malus, et ensuite potentiellement on élargira aux autres enseignes, comme plus classiques, genre Zara, Kiabi, Decathlon, Primark, ou est-ce que là déjà dans la loi, dans la façon dont est définie la fast fashion et l'ultra fast fashion, on a déjà cette distinction et on a déjà des mesures qui vont s'appliquer aux deux types de modèles ou, ou qui s'appliquent déjà qui s'appliqueraient déjà à tous ces acteurs-là? Actuellement, la loi, elle cible pour l'interdiction de la publicité l'ultra fast fashion et dans les bonus-malus, ça reste à préciser. Et c'est ça qui doit être fait en commission, c'est de préciser la progressivité des bonus-malus et également le fléchage des bonus qui n'a pas encore été déterminé. Et donc là aussi, il y a un combat, parce qu'évidemment, la fast fashion française veut récupérer les bonus. Et nous, on aimerait bien que ça aille plutôt à l'industrie française. Donc, c'est ce qui va être déterminé en CMP. OK. Et donc sur, cette, responsabilité élargie des producteurs, est-ce qu'en un mot, comment ça fonctionne en France et du coup, qu'est-ce que la loi vient changer à ça? Alors, la responsabilité, c'est comme, disait Anne-Cécile au début, vous voyez, c'est quand vous achetez un frigo, vous voyez, un petit truc, Mmh. dont 0,1 centime d'éco-contribution. Globalement, il y a une loi qui dit en France qu'à partir du moment où vous mettez sur le marché un objet, donc un vêtement par exemple, vous devez donner un peu de sous pour que cet argent puisse être utilisé pour gérer la fin de vie de cet objet. Et c'est comme ça que ça marche, la REP. C'est-à-dire que chaque metteur sur le marché, moi, je vends des vêtements. Quand je mets un vêtement sur le marché, je paye quelques centimes à un éco-organisme qui collecte cet argent et qui l'utilise pour, théoriquement, soutenir, la collecte, le tri et la fin de vie des vêtements. C'est ça le cadre de la REP et nous, on s'inscrit dans le cadre de cette REP pour dire: «Eh ben, en fait, plutôt que tout le monde paye la même chose, eh ben, les marques, qui ont des pratiques de la fast fashion, elles vont payer plus et les marques qui ont des pratiques, plus vertueuses et qui incitent moins à consommer, elles vont payer moins, voire elles vont recevoir des sous». Heu, c'est globalement ça le principe, général. Bien et Valérie de Mazières qui insiste, elle, sur, le fait que dans la réduction de l'impact environnemental, il y a une grosse un peu un éléphant dans la pièce, que celui des matières premières et de l'usage massif de fibres issues du pétrole, qui à la fois permet, de baisser le prix, d'augmenter les marges et qui, alimente structurellement la fast fashion. Est-ce que ce, levier, il est hors du champ de l'action législative ou est-ce que il y a quelque chose dans cette loi ou dans d'autres propositions pour réduire le recours à ces fibres? Heu, tu veux que je réponde, Anne-Cécile? En fait, à la base, les bonus-malus étaient indexés sur l'affichage environnemental, qui est une méthode de calcul de l'impact multicritère, des vêtements et en fait, c'est assez terrible le pétrole parce qu'effectivement, en fait, c'est assez terrible le pétrole. C'est vraiment une matière diabolique parce que certes, ça a un impact, en termes de microplastiques et ça enfin le polyester a un impact sur les microplastiques et soutient l'industrie du pétrole, mais c'est aussi une matière d'une efficacité incroyable. Enfin moi on s'en est rendu compte en plongeant dans les calculs, mais par exemple, pour teindre une fibre de polyester, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de produits chimiques que pour teindre une fibre de coton. Et c'est pour ça que si vous faites le calcul d'impact cross factor d'un vêtement en polyester, vous arrivez pas forcément à quelque chose qui est moins polluant que le lin. En fait et pour arriver à ça, il faudrait mettre c'est toujours une question de pondération, quoi. Il faudrait, mettre une énorme pondération aux microplastiques parce qu'on considère, qu'il y a cette armée. Ce qu'il faut retenir, c'est que les matières synthétiques sont ultra efficientes et comme elles sont ultra efficientes, elles consomment beaucoup moins de ressources lors de leur fabrication, ce qui explique, justement, ce que vous disiez Valérie, leur très bas prix. Donc la manière dont, ça c'est approximé dans la loi, c'est à travers enfin, en fait, là, pour l'instant, les malus sont indexés sur le coefficient de durabilité qui tient compte de l'indice de réparation et l'indice de réparation, c'est globalement la différence entre prix du neuf et prix de la réparation et donc c'est une manière enfin, c'est-à-dire les vêtements qui sont vendus pas cher du tout, donc ceux qui font un usage, massif au polyester, sont pénalisés. Mais, il n'y a pas moyen de mettre directement dans la loi, de pénaliser les matières plastiques parce qu'en fait, toutes les matières ont leur, enfin toutes les matières sauf le lin et le chanvre si vous voulez, mais le lin et le chanvre, c'est 0,1 des fibres qui sont utilisées dans le textile.
Mais en fait, toutes les matières, enfin, je veux dire, est-ce qu'on veut pénaliser plus les microplastiques ou les OGM et les pesticides du coton? En fait, c'est toute la difficulté du travail sur l'affichage environnemental qui montre qu'il n'y a pas de matière idéale et il y a pas de matière mieux que les autres. Enfin, je veux dire, si tous les vêtements du monde étaient faits en lin ou en chanvre, comme on a tendance à penser, en fait, ça prendrait une telle part des terres arables que ça mettrait en question peut-être la souveraineté alimentaire du monde, quoi. Enfin, le problème, c'est le volume. Et c'est pour ça que cette loi, en indexant les bonus-malus sur l'indice de durabilité, s'attaque au volume. Et c'est ça qu'il faut faire, C'est la clé. dit-elle, avec une Et assurance. alors, il y a encore une question de Catherine Crocos-Leroy. Est-ce que vous avez évalué, modélisé ou testé l'impact de la loi sur la réalité du changement de comportement des consommateurs? Et moi, je voulais en rajouter une qui m'est venue là sur la REP. Euh, qui décide au sein de ce... Est-ce que les entreprises ont leur mot à dire? Enfin, qui décide dans ces éco-organismes de... Là, par exemple, en l'occurrence, de l'attribution du bonus-malus ou de ces niveaux? Donc On voilà, n'a deux questions peut-être pour finir si vous... On n'a rien modélisé du tout parce que je sais pas comment on peut faire pour modéliser ça. Enfin, je veux dire, c'est un effet macro, hein. Mais Mm. globalement, nous, ce qu'on a, c'est l'historique, c'est-à-dire que si vous faites une courbe entre la baisse du prix des vêtements et l'augmentation de la consommation, enfin, c'est vraiment, il y a une forte corrélation linéaire. Et enfin, donc il y a quand même globalement, les gens achètent beaucoup de vêtements parce qu'ils sont pas chers. En fait, parce qu'ils sont pas chers et parce qu'on les incite à consommer. Si les vêtements pas chers sont plus pénalisés et si les incitations sont régulées, notamment l'incitation qui est la publicité, oui, on peut quand même penser que ben, il y aura moins de vêtements qui seront vendus. Mais si vous avez des suggestions sur une meilleure manière de modéliser ça, ça m'intéresse. Et ensuite, qui Non, décide? mais par contre, effectivement, pour les économistes dans la salle, c'est une loi très intéressante à évaluer. Ah oui, c'est Honnêtement. clair. De rien. Et non, et ensuite, qui décide de l'attribution? En fait, de l'attribution des bonus et des malus. Actuellement, c'est l'éco-organisme Refashion qui décide de combien on paye de malus, qui peut recevoir des bonus, etc. Sauf que l'éco-organisme Refashion, en gros, c'est les plus gros metteurs sur le marché qui sont dedans. Donc, c'est encore une fois les Kiabi, Decathlon, etc., qui décident de attribution des bonus et des malus. C'est pour ça que c'est très important de dire dans la loi sur quoi vont être indexés les bonus et les malus, qu'est-ce que ça va être leur niveau. Sinon, vous laissez les propres metteurs sur le marché décider eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à des niveaux de contribution qui sont les mêmes pour. Moi, je paye le même niveau de contribution que Primark, quoi, par vêtement mis sur le marché. Et c'est comme ça que vous arrivez. Il y a un mécanisme de bonus déjà dans la REP et qui est essentiellement capté par les grosses enseignes de fast fashion françaises. Donc, c'est Ouais, pour c'est ça que ce c'est qu'on a assez dit important. dans une dernière question. On nous dit que le fonctionnement de la REP est basé sur la déclaration des marques. Donc, comment croire que les grandes marques vont s'auto-dénoncer? Donc, si je comprends bien, en fait, c'est pas un éco-organisme indépendant, quoi. Non, non, c'est les propres marques qui sont mandatées par l'État pour gérer la fin de vie de leurs vêtements. Et donc, elles se mettent dans un éco-organisme qui est à but non lucratif, mais dont la gouvernance est assurée par les plus grosses marques. Moi, par exemple, je ne suis pas au conseil d'administration de Refashion, donc je peux pas décider enfin, j'ai pas la voix au chapitre, mais par contre, enfin, vous pouvez regarder la liste, elle est publique, quoi. Il y a le lobby de la fast fashion française et européenne, etc. Mm. Sur le truc du fait que ça soit déclaratif, en fait, alors nous, on a eu quand même un contrôle. Quand on a réclamé les bonus, on a eu un contrôle on a dû justifier le fait enfin, nos volumes, ce qu'on déclarait, etc. Et il y a des parties où on a été retoqué. Pas parce qu'on a été malhonnête, mais parce qu'en fait, il y a enfin, comme tout, il y a des choses qui sont pas justes. Et en réalité, ça, il faudra en parler avec Refashion, mais ce qu'on appelle les freeriders, c'est-à-dire les gens qui ne payent pas l'éco-organisme. Il y en a très peu et c'est plutôt des petits acteurs, français que les gros acteurs qui ont, eux, un gros enjeu je sais pas si c'était des petits acteurs français, enfin, c'est plutôt les petits acteurs qui sont, free-riders et les gros acteurs, ils peuvent pas trop se permettre, de frauder là-dessus, notamment pour un risque réputationnel et même sur, la fraude sur le volume, en fait, globalement, on peut quand même, enfin, on sait à peu près combien les marques mettent de vêtements sur le marché, soit parce qu'elles déclarent leur chiffre d'affaires, soit parce qu'il y a les panels Kantar, qui permettent de voir quelles sont les parts de marché. Donc les très gros, je pense que c'est compliqué pour eux de frauder en réalité. Mm. Et Donc, si dans le fond, ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les problèmes écologiques et économiques de l'industrie textile ne sont pas dus à la fraude, ils sont dus justement au business as usual. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Ok. Non, mais Ouais. justement, enfin, je crois que c'est important quand même. J'entends effectivement peut-être le côté pas tout à fait juste de la représentation au sein de la gouvernance de Refashion, dont le cahier des charges est en train d'être revu. Je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse accompagner différemment cette réflexion pour avoir une représentation plus juste, notamment en termes de plus petites enseignes. Mais c'est quand même un organisme indépendant, enfin en tout cas agréé par l'État, mais qui montre effectivement les limites là, dans ce qu'on vit aujourd'hui, donc qui méritera d'être vraiment développé. Et puis, un autre point, on n'a pas détaillé tous les points de la loi, mais un autre point, c'est de dire, on va exiger que les entreprises étrangères qui n'ont pas de base en France, justement, aient l'obligation d'avoir un mandataire qui les représente, et notamment au regard des obligations réglementaires. Donc, ça veut dire que très clairement, sur ces questions de déclaration et sur ces questions de devoir tout simplement se soumettre à toutes les obligations réglementaires, il y aura quand même davantage de contrôle. Ça veut dire aussi pouvoir mettre en place davantage de contrôle et donc soutenir davantage et la DGCCRF et les douanes, etc., qui est aussi un sujet en soi. Merci beaucoup. On va être malheureusement obligé de s'arrêter là, même si je pense qu'on aurait encore beaucoup, beaucoup de sujets à discuter. Merci beaucoup pour votre temps, vos éclaircissements. Et donc, on reste en lien pour les suites de cette loi, y compris dans son application ensuite et dans les organismes qu'on va devoir vérifier. Je vous donne pas mal de rendez-vous pour la suite. On a dès mercredi la soirée de lancement du numéro 107, donc sur Le Monde selon Trump à l'Académie du Climat. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez nous rejoindre. On en a parlé rapidement, mais il me semble que c'est important. Au niveau européen, on a effectivement cette défense du devoir de vigilance et des régulations sur les droits humains qui est donc en train d'être doucement détricotée. Et il y a une action qui est menée avec Dominique Potier qu'on a évoquée. Donc, Julia, je crois, vous y participez aussi, et l'Institut Veblen y participe aussi. Donc c'est la marche pour les droits humains qui aura lieu en fin de semaine de Roubaix à Bruxelles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous informer là-dessus et à rejoindre le mouvement. C'est vraiment central et ça concerne le secteur textile et bien au-delà. Euh, Ensuite, pour ce qui est de nos autres rendez-vous, donc rendez-vous en novembre pour la sortie du numéro 108 sur la surconsommation et la surproduction. Et nous, on va avoir d'autres webinaires à l'Institut Veblen le 2 octobre sur la crise de la dette et comment investir malgré la crise. Le 7 octobre, le retour de Vibe co-organisé avec nos amis du Basique qui sera le lancement d'un cycle spécial sur les municipales et on commencera par l'alimentation. Et voilà, et moi demain, je publie une note sur les questions qui ne sont pas complètement déliées de politique industrielle et de secteur automobile, qui fera aussi écho au dernier numéro à l'un des numéros de l'économie politique sur la réindustrialisation. Je ne sais pas si vous vouliez dire un tout dernier mot, Anne-Cécile et Julia. Moi, je voulais remercier Flore qui a permis cet entretien et qui, je crois, était en ligne. Mathis Aubin qui m'a aidé à préparer et Mathis Haddad qui assure la technique et la com. Merci beaucoup pour votre temps et vos questions et votre écoute. Pareil, c'est un grand merci et c'est vrai que je pense que plus on sera sensibilisé à tous ces sujets-là, plus on sera fort et que le combat a besoin d'être soutenu et ne fait que commencer. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. tous. Merci, à bientôt. À bientôt.